de riposte. Présenté par Édouard Chano. Cela n'aura échappé à personne. Depuis un mois et l'élection d'Emmanuel Macron, comme au lendemain de toute défaite, c'est l'heure des comptes, des remises en cause chez ceux qui ont mordu la poussière. À grands coups de tribunes et de phrases chocs, les non-conformistes, c'est-à-dire le camp illibéral, disons, dans toute sa pluralité, cherchent un coupable. Et peut-être ce débat a-t-il trouvé sa meilleure expression à travers la passe d'armes entre Éric Zemmour et Jacques Sapir. Éric Zemmour a critiqué Marine Le Pen, son, je cite, fiasco intégral, incriminant l'influence de Jacques Sapir via le cerveau de Florian Philippot. Mais évidemment, Jacques Sapir, lui, a répondu sur son blog. Dans l'absolu, cette querelle oppose l'un des piliers de la droite identitaire à l'un des porte-paroles de la gauche souverainiste. Et cette querelle pourrait bien déterminer la politique des prochaines années. Rien que cela. Alors l'occasion était trop belle, nous l'avons saisie au vol et nos deux duellistes sont ici dans notre studio. Jacques Sapir, bonjour. Bonjour. Éric Zemmour, bonjour aussi. Bonjour. Et merci de votre présence dans notre studio. Alors à défaut de fleuret, au moins êtes-vous armés de micro. Messieurs, tirons les choses au clair, si vous le voulez bien. Finissons-en. Et je me tourne d'abord vers Éric Zemmour. Commençons par Marine Le Pen. Pour nos éditeurs qui peut-être n'auraient pas lu votre chronique, Éric Zemmour, vous écrivez qu'elle aurait changé en plomb tout l'or qu'elle trouvait. Que lui reprochez-vous exactement ? C'est très simple. Je lui reproche un mauvais choix stratégique, un mauvais choix tactique et en plus un manque de travail qui confine au sabotage. Le mauvais choix stratégique, je pense qu'on va en parler, c'est d'axer sur l'économie, sa campagne, et en particulier sur l'euro, mais pas seulement l'euro, sur l'économie. Et alors que moi je pense qu'il fallait parler d'identité, d'islam et d'immigration et de laïcité. Deuxièmement, un mauvais choix tactique, c'est-à-dire d'avoir cherché les voies de la gauche souverainiste et non pas les voies VOIES d'une union de la droite. Et troisièmement, alors là, la troisième chose est assez évidente pour tout le monde, son débat de second tour a montré qu'elle n'avait pas travaillé, qu'elle avait 5 ans, comme m'a dit un ami haut fonctionnaire, qu'elle avait eu 5 ans pour apprendre un polycopier de politique monétaire qu'on apprend normalement à Sciences Po en 3 mois. Voilà, ça c'est quand même quelque chose de fondamental. Voilà, c'est les 3 reproches majeurs que je lui fais. Et vous faites aussi un reproche à Jacques Sapir, qui gère, je vous cite encore, le cerveau de Florian Philippot, qui gère le cerveau de Marine Le Pen, trio infernal, trio de l'échec. Alors, sacrée formule quand même. Vous a-t-elle piqué au vif, Jacques Sapir ? Oui, la réponse est oui. Oui, non, parce que si vous voulez, ça fait en même temps, personne ne gère le cerveau de Jacques Sapir, c'est pas si mal. Attention, ma femme prétend qu'elle gère mon cerveau. On en est tous là, vous savez. Mais honnêtement, je trouve que c'est un argument qui, d'une certaine manière, affaiblit la position d'Éric Zemmour. Ah, expliquez-moi. Parce que, en réalité, ça revient à nier le fait qu'il y a pu y avoir une réelle réflexion, une réflexion complètement autonome qui s'est faite chez des gens comme Philippot, comme Philippe Murer, etc. Et ça ne prend pas en compte le fait qu'il y a justement cette autonomie de réflexion, et je ne suis pas du tout intervenu dans cette réflexion. Par contre, il y a un point sur lequel je peux tout à fait être d'accord avec Éric Zemmour, c'est quand il dit qu'il y a eu à l'évidence un mauvais choix de stratégie au sens où il fallait faire, à mon avis, la campagne sur les 2 pieds. C'est-à-dire, bien sûr qu'il fallait parler de la question de l'identité, même si nous ne donnons certainement pas le même contenu. On va en parler, j'imagine. Voilà, on ne donne pas le même contenu, mais je pense que si je prends le mot identité, quel que soit le contenu... Oui, vous n'êtes pas hostile à en parler, c'est ça que je dis. Tout à fait. Okay. Je pense qu'il fallait effectivement en parler, il fallait effectivement parler de la laïcité, il fallait effectivement dire qu'il y a un problème, non pas avec l'islam, non pas avec les musulmans, mais avec les islamistes. Et que ça, c'est un vrai problème, mais qu'il fallait aussi travailler sur la deuxième jambe, il fallait aussi marcher sur ces 2 jambes, et il fallait aussi parler de la question économique et de la question sociale. Le deuxième point sur lequel je voudrais intervenir, c'est le fait que, immédiatement au soir du premier tour, Marine Le Pen est créditée dans les sondages entre 36 et 38%. Absolument. Et puis elle monte jusqu'à 42% dans les 4 à 5 jours qui ont suivi. Je peux vous interrompre 10 secondes ? Oui. On me dit même aujourd'hui que dans le camp Macron, ils avaient des sondages à 55-45 et qu'ils étaient terrifiés. Et c'est pour ça que Macron s'est remis en campagne après 2 jours de flotte. Voilà, ce n'est pas du tout impossible. Or,
ces 2-3 jours où on voit justement la campagne de Marine Le Pen commencer à décoller, ce sont les jours où elle est intervenue de manière extrêmement intelligente sur Goodyear, où elle a fait justement du social et de l'économique. Par contre, et ça a été à mon avis une erreur fondamentale, elle a commencé à remettre en cause toute une série de choses, que ce soit sur la question de l'âge de la retraite, sur la question de l'euro, où évidemment elle s'est complètement emmêlée les pieds dès le vendredi. Et c'est ça qui est important. Et on a vu à ce moment-là sa position dans les sondages commencer à s'effriter. Et puis, bien sûr, et là aussi, je serai entièrement d'accord avec Éric Zemmour, il y a eu le débat qui était tout à fait dramatique. Ce débat a été marqué à la fois par une très grande, je dirais, hostilité. Un énervement, je pense, de Madame Le Pen, qui a joué une mauvaise carte, qui a cru qu'elle pouvait faire du Trump en France, alors que le phénomène Trump est beaucoup trop spécifique aux États-Unis pour pouvoir se décalquer sur la France. Et en plus, elle le fait très mal. Ça, par ailleurs. Oui, mais parce qu'il n'y a pas... Trump, paradoxalement, dans sa médiocrité idéologique, il avait une cohérence idéologique. Tout à fait. Il n'hésitait pas à s'en prendre à toutes les vaches sacrées de la société américaine, féministes, grands médias, lobby homosexuel. Vous voyez, il est allé à fond. Tout à fait. Tandis qu'elle ne le fait même pas. Tout à fait. Donc, il y avait ce problème. Et donc, je vais conclure en disant une chose. Je ne crois pas que le choix tactique qui était de regarder vers, allez, disons le mot, une partie de l'électorat de Jean-Luc Mélenchon. Ouais. Pour, si ce n'est obtenir son soutien, au moins obtenir sa neutralité. C'est-à-dire le fait que si elle avait continué sur sa logique des 2-3 premiers jours, elle pouvait espérer avoir justement cette neutralité. Et même, parmi toute une série de cadres de la France insoumise, il y avait des gens qui me disaient immédiatement après le premier tour, nous ne prendrons pas position. Oui, c'est ce qu'a fait Chevènement. Non, Chevènement a appelé... Mélenchon, excusez-moi. Je voulais dire Mélenchon. Mais eux, ils voulaient aller plus loin, ils voulaient que ce soit non pas une opposition individuelle, mais une opposition de la France insoumise en tant que telle. Et ça aurait pu effectivement non pas changer les choses, parce que je pense que de toutes les manières, Emmanuel Macron devait gagner cette élection, mais ça aurait pu effectivement porter Marine Le Pen à 42-45%. Parce que là, on arrive petit à petit, on arrive au cœur du sujet, et j'espère qu'on arrivera après au débat idéologique. Parce que la tactique, vous allez voir, va entraîner l'idéologie. C'est un de nos désaccords fondamentaux et que je vais essayer de vous clarifier grâce, si vous voulez, à la géographie électorale. Vous avez dû regarder, bien sûr, dans les jours qui ont suivi le premier tour, parce que c'était très intéressant, la carte électorale du vote Mélenchon. Vous avez remarqué qu'en fait, Mélenchon a ramassé et a rassemblé 2 électorats différents. Le premier électorat, c'est ce qu'il a aspiré, le vote socialiste traditionnel qui allait sur Hamon au départ. Vous vous souvenez, dans les sondages, ils étaient à 12-13 tous les deux. Bon, on est d'accord. Donc ça, petite classe moyenne, fonctionnaire, technicienne, vous voyez, intellectuel aussi. Ah oui, c'est vrai, intellectuel aussi, absolument. Mais je pense qu'en masse, c'est assez marginal. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je pense. Mais vous avez raison. En tout cas, il y a ça. Et de l'autre côté, il y a tout l'électorat de la banlieue, Seine-Saint-Denis, etc., où il fait des scores canons de 45% dès au premier tour. Et là, on voit bien que c'est un électorat arabo-musulman qui a voté pour Mélenchon. Cet électorat-là, et on va arriver à notre discussion de fond, je passe par la tactique, parce qu'on a avancé comme ça, cet électorat-là, il n'ira jamais voter pour Marine Le Pen. À part quelques marginaux, quelques gens qui effectivement sont tellement intégrés à la société française, qui disent qu'il y a un problème et qui vont vers Marine Le Pen, ce qui est possible. Mais je parle en grande masse, évidemment. Cet électorat-là, vous ne le récupérerez jamais pour Marine Le Pen. Et c'est là, d'après moi, le premier angle noir et le premier non-dit de cette discussion. C'est que tout simplement, il y a 2 électorats qu'on mélange artificieusement sous le terme de classe populaire, pour faire chic et pour faire politiquement correct, alors qu'en fait, il y a les classes populaires françaises et d'immigration européenne, et il y a les classes populaires de l'immigration arabo-musulmane. Et ces 2 peuples-là ne se parlent plus et ne vont pas voter pour la même personne.
Jacques Sapir, vous étiez vraiment en désaccord, là, me semble-t-il. Oui, tout à fait, parce que là, je pense qu'il y a même une erreur d'analyse. Alors, et cette erreur d'analyse, c'est... Vous avez vu les mêmes cartes ou moi? Non, tout à fait. Bon. C'est le fait d'assimiler le vote donc de ce deuxième électorat. Je suis tout à fait d'accord qu'il y a deux électorats chez Jean-Luc Mélenchon et de France Insoumise. Ça, je ne le remets pas en cause. D'accord. Mais c'est de considérer que le deuxième électorat est un électorat de l'immigration et de l'immigration arabo-musulmane. Ce n'est pas le cas. On le sait très bien. Il y a toute une série d'études qui ont été faites. Alors là, on n'a pas les mêmes études. Alors, tout à fait. Et là, on voit que en réalité, les gens issus de l'immigration votent très peu. Pas la présidentielle. Si. Ils votent dans toutes les élections, vous avez raison. Non, ils votent même à la présidentielle très peu. Et c'est un électorat qui était d'ailleurs le même électorat que Marine Le Pen. C'est un électorat des Français de classe populaire déclassée ou des ouvriers. Ils ne sont pas en Seine-Saint-Denis, Jacques Sapir. Mais si. Et il n'y a pas, attendez, il n'y a pas que la Seine-Saint-Denis. Je vous donne l'exemple de la Seine-Saint-Denis. Non, mais il faut analyser très précisément, d'un point de vue géographique, cela. Et on peut penser d'ailleurs que la montée de Jean-Luc Mélenchon dans les 10 derniers jours de la campagne a mordu sur un électorat qui s'apprêtait à voter pour Marine Le Pen et qui, à un moment donné, a pensé que non, finalement, il se retrouvait mieux. C'est intéressant ce que vous dites, parce que c'est notre désaccord. Une dernière réponse sur la politique électorale, parce que nous allons élargir. Non, c'est intéressant parce qu'on n'a pas lu les mêmes études. Tout à fait. Ça, je vous les montrerai parce que c'est intéressant, et vous montrerez les vôtres. Tout à fait. C'est très intéressant. Et ça, c'est très sensible dans le Nord, dans l'Est, qui sont des endroits où, effectivement, Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon ont fait de très beaux scores. Ouais. C'est aussi sensible, par exemple, dans le Sud-Ouest, si vous voulez, le long de la vallée de la Garonne, où on a vu d'ailleurs que Marine Le Pen progressait depuis 4-5 ans dans les différentes élections, et en même temps, Jean-Luc Mélenchon progressait, par exemple, à Toulouse. Toulouse a vu de très beaux résultats de la France insoumise. Mais à Toulouse, il y a le Mirail, mon cher Sapir. Non, mais attendez. Oui, bien sûr qu'il y a le Mirail. Je connais. Vous connaissez. Je connais. Bon, et en plus, parce que j'ai des collègues qui travaillent à l'université de Mirail. Mais il y a aussi toute, je dirais, la conurbation toulousaine, et là on trouve une vieille classe ouvrière, c'est intéressant une classe ouvrière qui est en train d'être déclassée d'ailleurs, parce que il y a en fait une polarisation qui se fait entre une nouvelle classe ouvrière qui est très liée aux industries aéronautiques et une ancienne classe ouvrière. Il n'y a plus que ça là-bas. Même là-bas, comme boulot, il n'y a plus que l'aéronautique. Enfin, on va laisser Jacques Sapir conclure sur ce point-là. Et donc, ce que je veux dire, c'est que en réalité, il y avait au sein de ce deuxième électorat de Jean-Luc Mélenchon, des possibilités, ou disons des recoupements avec l'électorat de Marine Le Pen. C'est ça notre désaccord. Et on n'a pas les mêmes chiffres, on n'a pas les mêmes études. Mais et de ce point de vue-là, on peut penser que Marine Le Pen a perdu 3 à 4%, je suis pas d'accord, qui sont liés justement à cette montée de Jean-Luc Mélenchon. Alors on va élargir le débat. Éric Zemmour, renforcer la tendance identitaire, ne fait-il pas après tout le jeu d'Emmanuel Macron? C'est un des reproches que Jacques Sapir formule à votre rencontre. C'est-à-dire, expliquez-moi. Dans ce cas, je vais laisser la parole. Ce que je constate, c'est que la manière dont vous semblez concevoir l'identité. Je dis vous semblez parce que on peut aussi avoir des explications, qui est en réalité une manière de dire l'identité, c'est quelque chose qui tient à l'ethnie, qui tient à la langue, et qui n'est pas quelque chose de profondément politique. Moi, j'ai plutôt une conception politique de l'identité. Bon. On arrive au fond du sujet. Est-ce que vous voulez très rapidement préciser cette notion de souverainisme politique? Je veux dire par là que il y a une identité politique qui est en fait la mémoire consciente ou inconsciente de l'ensemble des combats qui ont été menés depuis un siècle, voire plus loin. Oui, la Révolution française. Tout à fait. Et même au-delà de la Révolution française. Vous savez, on sait qu'il y a des phénomènes de mémoire politique, par exemple, qui sont extrêmement importants en Bretagne. Oui, je suis d'accord. Autour de la fameuse révolte des bonnets rouges. Attendez, mais la vraie. Voilà, ça renvoie en fait très très loin. Bon, et c'est là où il y a, où s'est constituée en réalité une identité politique des populations. Alors, je pense que en se centrant sur la question ethnique, on arrive à deux résultats paradoxaux. Le premier, c'est que, évidemment,
on va renforcer l'attitude de toute une petite bourgeoisie qui pourrait être tentée par le vote Marine Le Pen, mais qui dit non, ça c'est pas possible, c'est du racisme, même si je suis d'accord, je ne vous fais pas l'accusation d'être raciste, mais je dis, ça peut être perçu comme tel, et donc ça d'une certaine manière, ça bloque le ralliement de toute une partie de la petite bourgeoisie, ça c'est le premier point. Et puis le deuxième point, c'est que en réalité, ça empêche des gens qui sont issus de strates différentes dans la formation de la population française, ça les empêche de se reconnaître justement dans le vote, que ce soit d'ailleurs pour Mélenchon ou dans le vote pour Marine Le Pen. Alors j'ai très bien compris. Je vais répondre à la question qu'est-ce que l'identité pour moi? C'est plus simple quand même, ça va plus vite. Il y a plusieurs conceptions de l'identité, tout le monde le sait. Il y a le vieux débat du 19e siècle entre l'identité uniquement contractuelle, soi-disant issue de Rousseau, parce qu'en fait Rousseau est beaucoup plus complexe que ça, et on est d'accord là-dessus, on est d'accord. Donc disons CIS, qui est uniquement un contrat politique, etc. Il y a la tradition allemande du 19e siècle qui est le sang, ce que Sapir appelle l'ethnie, et il y a la tradition française, une espèce de synthèse, le fameux texte de Renan que l'on cite tout le temps à tort et à travers, surtout à travers, d'ailleurs maintenant aujourd'hui, parce qu'on n'a plus, aujourd'hui, on a gardé, d'ailleurs on l'a substantivé de façon incongrue, le fameux vivre ensemble, c'est devenu un nom commun, alors que c'était dans la prose de Renan, ce n'était pas un nom commun, c'était vivre ensemble. Et surtout, on oublie volontairement pour la plupart, et par ignorance pour les autres, que qu'est-ce que dit Renan? Il dit, non, il n'y a pas que le sang, mais il y a aussi les traditions, les mœurs, l'histoire, l'héritage qu'on a eu, qu'on a reçu et qu'on veut transmettre in divis. Vous vous souvenez évidemment, cher Jacques Sapir, de cette page célèbre. Mais moi, je suis tout à fait là-dessus. En plus, j'aurais mauvaise grâce à être contre parce que, comme je dis souvent dans les salles où je vais pour faire rire les spectateurs, je dis, moi, aux croisades, j'étais pas là. Et j'étais même pas là lorsque Murat a chargé à Hello. Et je le regrette fort parce que j'aurais adoré être à ses côtés. Donc, vous voyez, je suis le français de branche typique. Sauf que moi, je me considère comme français, pas la définition de Renan. C'est-à-dire les mœurs, la tradition, l'histoire. Si vous voulez, je pleure encore aujourd'hui, le 18 juin, pour Waterloo. Quand je suis allé voir la Bérésina, parce que j'ai vu tout le... Je suis encore vraiment pétri d'émotion. Pour moi, c'est ça être français, Jacques Sapir. Vous voyez, c'est simplement se sentir français, s'imprégner de l'histoire française. Et l'histoire de France... Vous connaissez évidemment le fameux mot célèbre de Marc Bloch, celui qui n'a pas vibré au sacre de Notre-Dame et à la fête de la Fédération n'est pas français. Eh bien moi je pense qu'aujourd'hui, l'islam rend impossible cette francisation. Impossible. Parce que l'islam refuse le christianisme. C'est un combat frontal, civilisationnel. Et d'ailleurs, les petits musulmans dans les écoles le disent très bien. Il y a les Gaulois et eux. Il y a les Céfrans, comme ils disent, et eux, ils ne font pas de chichi, ils ne théorisent pas avec Jacques Sapir, ils disent les choses crûment, et donc ça c'est une histoire dont ils ne veulent pas se l'approprier, alors que les autres générations d'immigrés, qu'ils soient chrétiens ou non chrétiens, se la sont appropriés. Et deuxièmement, il y a en plus un problème avec l'islam pour la Révolution française. Deuxième problème, c'est que l'islam est une religion, et ça Sapir le sait comme moi, évidemment, l'islam est une religion théocratique, l'islam est une religion qui ritualise chaque pratique et qui pense que il n'y a pas de peuple politique, ou plutôt que la politique est divine et elle est on est d'accord là-dessus. Donc si vous voulez, pour moi il y a un problème de fond, et c'est pour ça que je dis, je sais que je choque quand je dis ça, je pense qu'il faut choisir entre l'islam et la France. Quand je dis ça, je dis pas qu'il ne peut pas y avoir de musulmans français. Vous avez compris, évidemment, Sapir. Je dis pas ça. Je dis simplement que si on veut suivre scrupuleusement l'islam,
c'est incompatible avec la France. Vous voyez, c'est ce que... Alors, j'essaye d'expliciter ça le plus clairement possible. Alors, en fait, on comprend que votre divergence dépend d'une première question fondamentale. Vous y avez déjà plus ou moins répondu. Pour vous, le plus grand danger, donc, c'est l'islam. Selon vous, Jacques Sapir, quel est le plus grand danger qui pèse sur la France aujourd'hui ? Alors, je pense qu'il peut y avoir différents types de plus grands dangers. Que la définition, justement, de ce qu'est le plus grand danger est entièrement contextuelle. Donc, je vais ne pas répondre à votre question dans un premier temps, et pour finir, pour justement répondre à votre question, parce qu'il faut... relativement vite, il faut définir le contexte. Alors, le premier problème, c'est la définition que vous nous avez donnée de l'identité, ça peut faire une base commune. Nous sommes l'un et l'autre entièrement d'accord. Le texte de Roland, on est d'accord. Le texte de Renan, nous sommes d'accord. C'est une bonne synthèse. Absolument. Si je n'ai pas dévoyé, vous êtes d'accord aussi ? Tout à fait. Bon. Je fais partie des gens qui réclament l'histoire de Jeanne d'Arc. Parce que je pense que l'histoire de Jeanne d'Arc fait partie de la construction du sentiment national en France. Bon, vous avez tout à fait raison. Ça, ce n'est pas un problème. Là où je pense que vous faites une erreur, c'est que vous partez des représentations actuelles, et que si vous partez des représentations, et en plus des représentations qui sont des représentations extrêmement mystifiées d'une partie de la population, qui sont justement ces petits musulmans, comme vous le dites, alors que, si vous voulez, et de ce point de vue-là, j'ai pas mal étudié sur cette question, il y a eu jusqu'aux années 60 et début des années 70, dans le monde musulman, un autre courant qui, justement, arrivait à la production d'un islam laïque. Il faut quand même rappeler que Kemal Atatürk n'était pas quelqu'un qui avait rompu avec l'islam, mais il en donnait tout à fait une autre interprétation, que Nasser en donnait aussi une autre interprétation, et que, en réalité, ce à quoi nous sommes confrontés, c'est un nouveau contexte qui a démarré à la fin des années 70. Oui, et la révolution iranienne et la rivalité avec l'Arabie Saoudite. Ce n'est pas simplement la révolution iranienne, c'est la destruction des nationalismes arabes par les États-Unis. Bon, et c'est ça qui pose problème. Comme dans OSS 117, la fameuse réplique, je connais cette théorie. Vous savez, quand il lui dit, mais tous les Allemands n'étaient pas nazis. J'ai envie de vous taquiner comme ça en disant, je connais cette théorie. Non, je vais vous dire, je ne suis pas d'accord avec vous pour deux raisons. Mais ça, je vais très vite. La première, c'est que je pense, comme disent pas mal de spécialistes de l'islam, en fait, l'islam est un fondamentalisme depuis le début. Et que, si vous voulez, ce que vous citez, c'est-à-dire Atatürk, Nasser, etc., vous avez tout à fait raison, c'était Bourguiba. Oui, qui venait avec son verre d'eau en disant pendant le ramadan, moi je bois, il faut boire aussi et travailler, je m'arrange avec Dieu. Tout à fait. C'est inouï aujourd'hui. Vous avez tout à fait raison. Sauf que ces gens-là sont des révolutionnaires et qu'ils ont perdu. Et que leur pourquoi ont-ils perdu ? Parce que d'après moi, leur défaite était écrite. Il y a une logique dans l'islam. C'est là où je ne vous suis pas. Désaccord. Non, mais je comprends. Et je pense qu'ils ont perdu à cause de la politique américaine, de la politique des Occidentaux au Moyen-Orient. Moi, je pense que c'est pas la faute de l'autre. Il y a une logique inhérente à l'islam. L'Occident n'est pas coupable pour vous, Éric Zemmour. Non, mais il a des culpabilités. On ne va pas faire toute la discussion sur l'Occident, évidemment. Je suis 1000 fois d'accord avec vous. Mais je pense que le mythe du nationalisme arabe est un mythe. C'est-à-dire que le FLN, déjà, veut remettre la religion. Il y a vous savez, quand Simone de Beauvoir va les voir, vous connaissez cette anecdote, et qu'elle leur dit, mais vos femmes sont voilées, mais vous avez plusieurs femmes, et puis il lui rit au nez. C'est le FLN qui est communisant, qui est nationaliste. Vous comprenez ce que je veux dire ? Donc il y a une logique. Et deuxièmement, j'ai une phrase que vous devez adorer, puisqu'elle est d'Engels, qui est, à partir d'un certain nombre, la quantité devient une qualité. Et je dis ça, je vous taquine, mais en même temps, je pense que cette phrase est profonde. C'est-à-dire que je pense qu'à partir du moment, pourquoi ça a basculé en France, c'est à cause du nombre. C'est-à-dire que quand, dans les années 60-70, il y avait un faible nombre de musulmans, c'était des gens qui voulaient se noyer dans la masse française de culture chrétienne, gréco-romaine, etc., etc. Je m'en souviens. Je peux vous dire, parce que moi, je suis de culture judéo-arabe. Mes parents et mes grands-parents parlaient un arabe excellent, et donc ils avaient des amis arabes. Je m'en souviens, pour la plupart kabyles. Précision importante. Mais c'est pour vous dire que je connais ça.
Sauf que le nombre a fait basculer l'histoire. À partir d'un certain nombre, vous savez, l'identité revient et elle veut s'imposer aux autres. Et c'est ça qui se passe. Aujourd'hui, nous avons une colonisation de territoire. Il faut le dire, Sapir. Alors ce sera presque le mot de la fin sur la colonisation de territoire. Il vous reste une minute, Jacques Sapir. Français qui sont colonisés par l'islam. Je pense que ce n'est pas une question de nombre, c'est une question de contexte. Et d'une certaine manière, vous faites une lecture fondamentaliste de l'islam, alors que moi je fais une lecture et aussi démographique. Donc sur le point de la démographie. Absolument. Mais même si on reprend sur la question démographique, on voit qu'il n'y a pas, depuis 20 ans, de changement en proportion important en termes de l'immigration ou des gens issus de l'immigration. Comment vous pouvez dire ça, mais si, ce sont les chiffres. Mais comment arrêter les chiffres sont bidonnés? Mais non, ce sont pas des chiffres. C'est les chiffres de l'INET qui sont bidonnés. Tribala a fait tiers de ces chiffres. Il nous reste que quelques instants, nous allons laisser Jacques Sapir. Je parle des chiffres de l'INSEE. Ah, parce que je suis pas d'accord. Je parle des chiffres de l'INSEE. Ce qui est important, c'est qu'il y a eu effectivement un changement de contexte. Il faut s'interroger sur les raisons qui ont produit ce nouveau contexte, et il faut chercher à produire un contexte différent. Car, et là, si vous voulez, je vous renvoie au livre que nous avons écrit avec Bernard Bourdin, il ne peut pas y avoir de lecture politique du fait religieux qui se fasse hors contexte. Il peut y avoir une lecture fondamentale, non pas fondamentaliste, mais fondamentale du point de vue de la foi du fait religieux, mais il n'y a jamais de lecture hors contexte du fait religieux quand il s'applique dans le champ politique. Moi, je pense qu'il ne peut pas y avoir deux civilisations sur un même territoire, qu'il y a une civilisation chrétienne et gréco-romaine qui a fait la France, et il y a une civilisation musulmane qui a sa grandeur, mais qui n'est pas sur le territoire français. Il ne peut pas y avoir deux civilisations sur un même territoire, parce que ça va faire deux peuples, et deux peuples qui vont s'affronter dans une guerre de civilisation et une guerre civile. Donc là, vous reprenez la théorie du choc des civilisations, et c'est une théorie que moi je conteste, parce qu'elle est hors contexte. Moi je pense qu'elle est pertinente. Elle est hors contexte. Très bien. Le mot de la fin, peut-on espérer, en fait, un peu d'optimisme, peut-on espérer vous voir tomber d'accord à moyen terme, souveraineté, identité? Quelle main tendue l'un à l'autre. Mais on a déjà fait beaucoup de chemin. Tout à fait. On se retrouve sur le discours de Renan, c'est pas qu'on a tout l'un et l'autre qu'on a assimilé. Donc on a beaucoup de chemin. Ce qu'il y a, c'est qu'effectivement, on fait une différence. On a une différence, mais je suis sûr qu'il sera d'accord. On a une différence de lecture de l'islam et du destin de l'islam, et moi je pense que la guerre de civilisation est le concept opérationnel pour aujourd'hui, et M. Sapir pense le contraire. Voilà, on peut pas ne pas être tout à fait. Ce sont bien les points de désaccord, et j'y ajouterai une autre chose, la nécessité de faire toujours une analyse contextuelle des phénomènes politique. Et là, quand on parle de religion, il est très clair que nous ne parlons pas de religion en termes de foi, nous parlons de religion en termes d'application politique de ces religions. L'islam n'est jamais qu'une foi. L'islam n'est jamais qu'une religion. Éric Zemmour, malheureusement, c'est un concept politico-juridique, l'islam. Merci en tout cas à tous les deux, Éric Zemmour, Jacques Sapir, contexte contre guerre des civilisations. Et bien, en tout cas, ce sera aux éditeurs de vous arbitrer. Merci à tous les deux. Merci à vous.